Les premiers articles sur Boltanski, Buren et d'autres, c'est moi qui les ai écrits. C'était en 1970. Alors le système art contemporain, je le connais par cœur. Et j'ai pu le démonter jusqu'à la racine. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, si je refuse cela, ce n'est pas, pas par fatigue, pas par sénescence précoce, c'est parce que ça ne m'intéresse pas et que ça n'intéresse personne en dehors d'un petit milieu de conservateurs. Là, on parle aujourd'hui sur le curateur, ça s'appelle le curateur. Conservateurs en disparu, curateur. Un journaliste ou un anglicisme, curateur. On n'est pas séparatiste, tout ça n'est pas très sérieux. Mais si vous voulez, pour être plus sérieux, pour répondre peut-être plus sérieusement à ta question, si on demande à un artiste contemporain de faire une œuvre ayant un contenu, c'est là où on revient au culte et à la culture, une œuvre ayant rapport à l'iconographie sainte, sacrée. Vous ne trouverez personne, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus lieu d'être. S'il m'est permis de faire une confidence personnelle, un ami qui s'appelait, il est mort, qui s'appelle Muzic, un très grand, auquel le président Mitterrand a rendu un hommage, une gigantesque rétrospective au Grand Palais, une quinzaine d'années de ça. À mon avis, un très grand peintre, et par ailleurs, un des rares peintres ayant connu l'expérience des camps de concentration, puisqu'il a été emprisonné à Dachau pendant une petite année, et qu'il a été un des rares prisonniers de camp à avoir pu tirer de cette expérience des camps une œuvre, des dessins, qui sont des dessins aujourd'hui bouleversants. Il a appelé nous ne sommes pas les derniers. Nous ne sommes pas les derniers par rapport à l'époque actuelle. Et à un moment, l'archevêque de Paris, connaissant son œuvre, Lustiger, comme ça. Le nom n'est pas indifférent, en l'occurrence. Il a demandé de faire une piéta. Est-ce qu'il acceptera de faire une piéta pour Notre-Dame de Paris? Non. Et une musique, j'ai répondu non, je ne peux pas, ça ne l'est pas, je ne peux pas. Alors qu'il avait fait des portraits de sa femme, mais il lui était impossible, par exemple, de dessiner un enfant. Ça lui était physiquement, spirituellement, absolument impossible. Donc, oui, alors, une madone peut-être, une madone à l'enfant, non, pareil, impossible. Donc, si vous voulez, je pense à la musique, parce que c'est très bien connu, mais on pourrait multiplier les exemples. Je ne vois pas comment aujourd'hui, un artiste, qui ait 30 ans, qui en ait 70, pourrait, sauf s'il se montre à lui-même, engager une iconographie relevant de l'ordre du sacré. Garous? Oui, j'ai bien entendu, merci. Gérard, son prénom. Oui, sauf que je ne crois pas Garous, que c'est un très grand peintre. C'est ça le problème. Je ne vois pas l'heure. Voilà. Oui. Est-ce que j'assume totalement? Est-ce que vous ne pensez pas que cette impossibilité tient aussi au rapport que nous avons à la culture et qui a totalement changé dans un double sens? D'abord, vous avez animé une revue d'art contemporain, vous avez défendu des peintres contemporains, et maintenant, vous dites « je ne peux plus le faire ». Vous les avez défendus dans les années 70, maintenant, vous ne pouvez plus le faire. Première question, est-ce qu'il y a un moment où vous pouvez dater ce changement? Est-ce qu'il y a un basculement? Est-ce qu'on peut le dater? Est-ce qu'on peut le préciser? Et deuxièmement, car toutes ces questions que nous évoquons sont évoquées dans ce livre qui contient une bonne vingtaine de chapitres thématiques sur les visages, sur les voiles, sur les bibliothèques, sur la parole. Et il y a aussi un chapitre intitulé « Choses vues » qui fait référence à Victor Hugo, bien entendu, mais à l'intérieur du chapitre, Baudelaire reste plus présent encore que Victor Hugo. Et là, je lis un
un des passages qui parle de notre rapport à la culture et que vous pourrez peut-être, si vous voulez bien, commenter. Dans les magazines, la rubrique culture s'annonce de plus en plus souvent sous forme d'une invite impérieuse, sortir. Il me semble que la culture, c'est plutôt entrer, ou mieux, rentrer dans un livre, dans une peinture, dans une musique, et non pas s'évader, s'échapper, se distraire, non pas aller à la sortie culturelle, mais pénétrer, se recueillir, se refermer, non pas un exutoire, un exit, mais un introïte, l'entrée à une réalité plus dense, plus intense, difficile à forcer parfois. Est-ce que ce n'est pas là un des problèmes de notre rapport à la culture? C'est-à-dire, la culture relève non seulement de la rubrique sortir, mais est aussi un appendice de la politique culturelle, et donc du tourisme. Oui, c'est le dans le meilleur des cas, ça c'était il y a encore 10 ans, aujourd'hui c'est devenu encore pire. Mais bon, il y a 10 ans, c'était encore ça en gros, c'était la sortie culturelle, le loisir culturel, le ministère des Affaires culturelles. Ça fait un peu Front populaire. Ouais. Dans le Front populaire, il y avait quand même quelques figures qui tenaient encore énormément comment dire, qui sincèrement, profondément, puissamment se faisaient de la culture l'idée d'un instrument d'éducation. C'était totalement lié à l'éducation nationale. Culture et éducation étaient les deux phases d'un même processus auquel on s'est plié avec beaucoup de constance et d'humilité. Aujourd'hui, l'éducation d'un côté et la culture qui peut envoler de ses propres ailes, surtout quand elle n'est pas éduquée. Donc, je crois que les choses se sont considérablement aggravées depuis 10 ans. Je ne sais pas quelle était la question. La question était de savoir, entre votre défense ardente, peut-on dire, de la peinture contemporaine et votre scepticisme d'aujourd'hui, il y a eu un basculement. Est-ce que vous pouvez le dater? Est-ce qu'il s'inscrit dans l'évolution éventuellement d'une certaine politique culturelle française? Et est-ce que cette politique est spécifique à la France ou est-ce que le phénomène que vous observez s'observe également en Italie, en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs? Oui, alors je crains qu'on entre dans le domaine de la réduction sociologique. Je pourrais vous expliquer pourquoi, effectivement, concrètement, j'ai à un certain moment basculé, en 1970, je rentrais des États-Unis, j'avais vécu 3 ans aux États-Unis, j'avais découvert un art américain que la France ignorait totalement à l'époque. Donc effectivement, quand on est confronté à des œuvres comme celle de Roscoe, de Pollock, de Barnett Newman, et qu'on a à l'époque, dans les quelques années, on est stupéfait. Et on est tellement heureux avec ces œuvres-là d'échapper à l'espèce de petit jardin clos de l'art français, centré sur la petite sensation, sur le frissonski à la Bazaine. Donc effectivement, je me suis mis à devenir l'apôtre ou le croisé de cet art d'une autre échelle et d'une autre puissance qui était l'art américain. À une époque, avant tout, la France l'ignorait totalement. Elle ne voulait rien de savoir. Et puis au bout de quelques temps, j'ai pris mes distances aussi vis-à-vis de l'art américain. Et très tôt aussi très vite, j'ai compris qu'il y a deux éléments. Encore une fois, on fait de la sociologie. C'est pas très intéressant. C'est d'une part la création, à travers les médias, de ce que Malraux appelle des arts fictifs. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous faites, de la diffusion artistique à travers des médias comme la presse ou autre, donner de l'importance à des objets qui en eux-mêmes n'ont aucune importance. C'est-à-dire, en général, la photographie, par exemple, on prend un exemple très simple, va valoriser une œuvre qui n'a aucune valeur, et par contre, un tableau très important, une fois photographié et reproduit, tombera complètement à côté. Donc, on a une telle distorsion de hiérarchie à travers la diffusion même de l'art par les procédés